il n'y avait pas la globalisation, il n'y avait pas la nouvelle technologie, il n'existait pas Internet. Tout ça a changé beaucoup la relation sociale dans le monde. Non, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Plus que ça, par exemple, les grosses concentrations ouvrières, il y en a de moins en moins maintenant. Il y a un travail parcellisé, il y a un travail dans des petites entreprises. Du coup, la conscience de classe n'existe plus comme elle existait avant. Tout ça est totalement vrai. Internet, c'est à la fois, comme la télévision, ça peut être à la fois une source fantastique d'enrichissement intellectuel, d'information, mais c'est aussi une source d'isolement, où on est chacun devant son Internet pour avoir une conscience collective, sans parler il n'y a plus de choix, il n'y a plus rien, il y a des gens qui peuvent rester des heures comme ça sur Internet. Ça peut être à la fois un outil d'émancipation et un outil d'aliénation, mais comme la télé, hein, très franchement. Bien donc, c'est à la fois des ressorts fantastiques qu'il faut savoir utiliser et en même temps être conscient de leurs limites. Donc il faut s'adapter, apprendre, comprendre toutes ces nouvelles formes de médiation, y compris les nouvelles passent d'un pays à l'autre. Ça pousse à l'internationalisme aussi en termes de réflexion. Une lutte dans un pays immédiatement répercutée par Internet quelques secondes après dans un autre. Pas le cas avant. Bon. Mais à la fois, c'est la confusion, c'est le trop-plein d'informations. Tout ça, il faut le traiter avec des yeux, des oreilles bien ouverts. Et ces nouvelles technologies vont aider pour combattre le capitalisme ou vont être une usine pour le capitalisme pour se perpétuer? C'est les deux. Tout de même, les capitalistes utilisent tout pour faire du fric. Même des outils qui peuvent se retourner à terme contre eux. Mais ils utilisent. Si vous prenez un sujet dont tout le monde parle et à juste titre, mais qui est l'écologie, tous les capitalistes sont verts maintenant. Et ils font du fric en faisant du vert. C'est extraordinaire, vous allez dans les grandes surfaces, tous les produits, ils sont plus chers d'ailleurs, sont écolos, verts, machin. C'est fantastique comment ils deviennent tous écologistes pour se faire du fric. Et en même temps, c'est pour se faire du fric qu'ils ont une pratique anti-écologiste. Quand on développe le fret en camion et pas en train, c'est parce que ça permet, vous savez, le flux immédiat, de plus faire des stocks, d'être livré à la minute par les camions. Enfin bon, bref, c'est moins cher le transport en camion que le transport en train, mais ça pollue 1000 fois plus. Enfin bon, quand on voit à Kyoto, la conférence de Kyoto, tout le monde est écologiste, donc celle l'avant-dernière, la conférence écologiste, où quand même les capitalistes ont réussi à glisser le droit, on peut acheter le droit de polluer. Quand même, on en revient à quelque chose de sain pour eux. Donc je veux dire, bien sûr, c'est à la fois des outils utilisés qui deviennent marchandises. Aujourd'hui, dans période de crise, tout devient marchandise, tout, mais même les œuvres d'art. En France, par exemple, au musée du Louvre, on peut vendre des tableaux. On a appris ça, c'est un truc affolant. Donc la culture devient marchandise, l'université devient marchandise, l'école, tout. Bon. Mais en même temps, la culture peut se retourner contre les capitalistes. C'est toujours comment on utilise tous ces outils justement pour essayer de les retourner contre eux. Obama a venu, c'est le président des États-Unis. On avait George Bush pour le critiquer, pour le responsabiliser de tout. Et maintenant, quoi? Obama, c'est la solution ou non? Non. Là, je vais dire une banalité comme tout le monde. Bon, bien sûr qu'on préfère Obama à Bush parce que rien ne peut être pire que Bush. Mais nous, on n'a jamais eu la moindre illusion. Je veux dire, le seul aspect positif, c'est à la fois que Obama, est noir, tout ça c'est une banalité. Pour les États-Unis, c'est vrai que c'est un bouleversement d'avoir un noir président. La deuxième chose qui me rend plutôt optimiste, c'est qu'il a opéré pour se faire élire une vraie mobilisation populaire, pleine d'illusions, mais au moins il y a une mobilisation populaire, et pas uniquement la bourse, et bon. Maintenant, on n'avait absolument aucune illusion, le Parti démocrate, enfin c'est un des deux grands partis qui défend le système libéral capitaliste aux États-Unis. Nous, on n'a jamais eu la moindre illusion sur le progressisme d'Obama. Alors, il y a des mesures qu'il peut prendre, limiter la guerre là, mais il la limite en Irak, il la reporte en Afghanistan, enfin bon, je veux dire, sur la Palestine, des belles déclarations, mais quand il y a des choix cruciaux à faire, boum, il rebalance du côté des Israéliens, de l'État d'Israël, enfin. Nous, on n'a absolument aucune illusion, aucune. Okay. Et la religion, dans les dernières années, on parlait toujours de religion, l'islam. Vous croyez que c'est important de résoudre la relation entre la religion et les États pour avancer vers ça? Non, ce qui est certain, c'est que, Marx disait que la religion, c'est l'opium du peuple. Globalement, c'est tout à fait vrai. Moi, je suis pas laïque, athée.
c'est un peu différent. Je pense aussi, parce qu'il faut en tenir compte, qu'il y a des gens qui peuvent venir à l'idée de la révolution, du changement de système, par la religion. Ça, c'est clair. En Amérique latine, vous avez eu ici des prêtres qui ont été extrêmement courageux dans la lutte antifranquiste, et bon, c'était des religieux. Peut-être même, c'est à travers leur prise de conscience religieuse qu'ils en sont personnels, qui sont arrivés à une prise de conscience anti-dictature, progressiste, etc. Tout ça, je nie pas, même que la religion peut pour certains avoir un rôle positif, même si globalement, ça, à mon sens, était un outil d'aliénation et d'oppression. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas seulement la religion, c'est l'intégrisme religieux, c'est un peu différent, qui se développe dans une série de pays, parce qu'il y a la crise, il y a la détresse d'une série de populations, et il n'y a pas de solution crédible, progressiste. Et par exemple, dans toute une série de pays, bon, moi que je connais un peu comme l'Algérie, les pays du Maghreb, l'intégrisme, dans l'immigration en France, l'intégrisme se développe religieux comme un espèce de, pas de défouloir, mais un lieu de résistance par rapport aux méfaits du colonialisme, de l'impérialisme, etc. C'est vrai qu'à Alger ou en Palestine, que je connais bien, quand j'étais député européen, j'y allais souvent, il y a de plus en plus de femmes voilées, de femmes avec la burqa, etc., qui sont des outils d'oppression, et en même temps, pour certaines, à tort, à mon avis, mais ça l'est, des outils de résistance. Et les intégristes religieux, par exemple, dans les pays musulmans, mais c'est valable en Israël, hein, les intégristes juifs avec la kippa, avec les femmes qui ont une perruque, des robes qui descendent en bas, on oublie ça. On parle souvent de l'intégrisme musulman, on parle pas de l'intégrisme juif, à tort, ou catholique, hein, avec un pape qui est vraiment pas un champion du progressisme. Et je crois que ça se développe à l'heure actuelle, et c'est un peu une course de vitesse, avec la nécessité d'offrir une alternative qui soit pas religieuse, mais qui soit une vraie alternative progressiste, et qui pour le moment fait défaut. Et la dernière question, un meilleur monde est possible, quel monde et comment l'obtenir? On nous pose souvent, bon, le socialisme, c'est quoi? C'est vrai que les mots aujourd'hui, socialisme pour beaucoup de gens, enfin, pas les tout jeunes, mais c'est référence à l'Union soviétique. Est-ce que c'était, à juste titre, c'est un refus ou... Parfois, c'est des références à la Chine, à la Corée du Nord, bon, je veux dire, des régimes qu'on veut pas. Hein. Même Cuba, pour qui j'ai de la sympathie, je pense qu'au niveau des libertés, il y a un vrai problème à Cuba. Et qu'il y a une série d'atteintes aux libertés. Moi, je défendrais Cuba contre une attaque américaine, mais je défendrais pas le régime de Cuba en termes d'emprisonnement des journalistes, des opposants et tout, qui est inadmissible. Donc, si on veut définir un projet qui n'existe pas, on n'a pas d'ambassade. C'est un peu notre faiblesse par rapport aux communistes staliniens de l'ancienne époque. Ils avaient l'URSS, un modèle pour eux, pas pour moi. Mais nous, on n'a pas de modèle. Mais on pourrait le définir par, moi je dirais, deux éléments essentiels. Une toute autre répartition des richesses, démocratiquement décidée et contrôlée par la population. Donc ça implique sur le plan économique une autre répartition des richesses, une atteinte à la propriété privée, etc., etc. Et ça implique démocratie. Une vraie démocratie, pas formelle. C'est-à-dire trouver les moyens d'un contrôle, d'abord de décision populaire, de contrôle permanent, etc., etc. Ça implique les deux. Et alors autour de ça, il y a tout, il y a la formation, l'éducation, les moyens financiers. Mais c'est un peu comme ça qu'on pourrait définir, je crois, haute répartition des richesses, décidée démocratiquement et contrôlée par la population. Et qui va voir ça? Notre fils, le fils de notre fils? Moi, je ne ferai pas de pari, heureusement d'ailleurs, parce que sinon, j'aurais arrêté depuis longtemps. Non, moi, je veux dire, l'engagement, on n'est pas des professionnels, hein, on est des militants, on est motivés. Moi, je dis souvent, pour jouer à la vieille barbe, qu'on a encore plus de raisons de se révolter aujourd'hui que ce qu'on a fait en France en 68. Où il y a beaucoup plus de raisons de se révolter. Donc plus que jamais, moi je suis plus révolté que jamais. D'un autre côté, on a échoué, donc tout ça, ça implique vraiment de rendre crédible une solution alternative. Moi, je fais pas de pronostic parce qu'on se trompe toujours. Je pense qu'un jour, le capitalisme sera renversé. Ça, je le pense véritablement. Quand? Alors là, en tout cas, faut tout faire pour.